C'est l'heure de la détente, dans la cour d'honneur. Une promenade quotidienne pour les étalons. Nous sommes aux Haras nationaux de Cluny, fondés par Napoléon Ier. Des haras construits au pied de cet imposant clocher. Le clocher de l'Eau Bénite, l'un des derniers vestiges de l'abbaye de Cluny, qui se dressait ici même, il y a 1000 ans. Une abbaye romane exceptionnelle, avec son abbatiale monumentale, édifiée dès la fin du XIe siècle. 187 mètres de long. Un transept qui culminait jusqu'à plus de 30 mètres. Durant 5 siècles, ce fut la plus vaste église de la chrétienté occidentale. L'une des plus puissantes aussi. Une église vouée à un destin terrible. Saccagée et pillée après la Révolution. Elle a été transformée en carrière de matériaux. Démontée, traversée par une rue, démolie même à l'explosif. Tout cela en une quinzaine d'années à peine. Et jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie du transept. Le seul survivant d'un âge roman triomphant. Une abbatiale quasiment disparue donc, mais qui nourrit aujourd'hui tous les rêves. Sous le clocher, ce jour-là, un chantier. On y reconstruit à l'identique les voûtes du petit transept. On y restaure également les chapiteaux sculptés. La voûte était là et il faut qu'on couvre à peu près jusque-là en porte-à-faux. Ce chantier complexe est mené par l'architecte en chef, Frédéric Didier. Vous rayonnez du centre de cet arc-là, qui est là. Qui n'est pas ici, qui est là. Ce qu'il faut, c'est qu'on refiche complètement ça, parce que c'est il est fragilisé. Celui-là, on l'a vraiment sauvé. Vous avez fait un miracle, là. Donc, Un architecte totalement fasciné par cette abbatiale romane. C'est un édifice qui est conçu d'une façon supérieurement intelligente et qui a été complètement maîtrisé. C'est quelque part une vision de la Jérusalem céleste. C'est une anticipation sur le paradis. Imaginez qu'à l'époque, quelqu'un qui rentre dans un édifice comme ça, c'est comme s'il était dans les plus grands gestes architecturaux que nous connaissons aujourd'hui, avec des édifices immenses, des gestes des tours. On parle maintenant de tours de 600, 700, 800 mètres. Eh bien, on est à peu près dans le même ordre d'échelle. Et je crois que l'effet devait être absolument spectaculaire. On sait par tous les témoignages que Cluny a fasciné. Voici les portes d'honneur, anciennes portes d'accès à l'abbatiale. L'église se trouvait en contrebas, au pied d'un grand escalier. Donc c'est ici qu'on entrait. C'est dans cette immense porte dont vous voyez uniquement les bases, qui était surmontée d'une rose absolument gigantesque, qui était la façade de l'avant-nef, qui a elle-même les proportions d'une grande église déjà. Vous voyez, rien que la base des piliers qui est ici vous montre la puissance de l'architecture. Il faut imaginer qu'au-dessus de ça, on avait à peu près 20 mètres de plus. Donc une architecture évidemment très puissante et en plus complètement lumineuse. Voici reconstitué l'avant-nef de l'abbatiale, surnommée l'antichambre du ciel. Un majestueux édifice à 3 étages. À l'extrémité de cet avant-nef, un beau portail s'ouvre sur la nef. Plus grandiose encore, doté de 5 vaisseaux, de hautes fenêtres, de grandes arcades. Ces voûtes en berceaux brisés atteignent des hauteurs inégalées. Cette abbatiale du XIIe siècle est le symbole d'une église nouvelle, le phare de la chrétienté. Le dernier témoin de ce gigantisme est ce transept, 33 mètres de haut, un décor monumental inspiré de la Rome antique.
Une architecture également à l'image de Cluny, devenue une capitale spirituelle en Europe. On a vraiment ce sentiment à la fois d'élévation de l'esprit qui correspond au rayonnement intellectuel de l'abbaye, à la fois aussi à la richesse, parce que même si aujourd'hui ça paraît dépouillé, il faut l'imaginer avec des étoffes précieuses, avec des peintures, avec de l'orfèvrerie. Donc nous avons aujourd'hui l'ossature en quelque sorte, et elle est magnifique. Il faut aussi imaginer que certainement on avait à certains endroits des vitraux colorés. Cluny, riche abbaye-mère, règne alors sur près de 10 000 moines et 1500 établissements répartis en Europe. Un rayonnement spirituel, financier, mais aussi intellectuel. Cluny a une bibliothèque importante, un atelier de copistes. Il y a ce qu'on appelle les écoles de Cluny. Donc c'est vraiment un endroit tout à fait extraordinaire grâce à ces très grands abbés, en fait, qui sont, faut pas l'oublier, aussi des politiques, qui sont issus de très très grandes familles et qui sont des presque rois, en quelque sorte. Là-haut, à l'abri des regards, nous allons découvrir une incroyable petite chapelle, derrière ces murs. La chapelle Saint-Gabriel est fermée à la visite. Alors là, on est vraiment dans un des lieux les plus extraordinaires de l'abbaye et de la grande église, parce qu'on est en quelque sorte suspendu dans les airs et dans ce tout petit oratoire intime qui est quelque chose de très très émouvant. Ici, tout est intact, tout est authentique, les vestiges de badigeons, et ici même des choses extraordinaires comme les croix de consécration d'origine. Donc quand ce bâtiment a été construit, il a été donc consacré au culte, et on mettait donc ces croix sur tous les murs, et donc elles sont ici parfaitement conservées. Donc elles sont là du XIe siècle. Cette petite chapelle discrète a conservé son architecture lumineuse et simple. Seul l'autel en pierre a été restitué. Il y a des autels à peu près partout pour qu'on puisse dire des cérémonies particulières. Et donc, Cluny est une sorte de chœur multiple qui palpitait en fait de tout ce que les moines pouvaient donner et reposait sur la louange perpétuelle en fait. Donc, qui pouvait se tenir ici, qui pouvait se tenir en bas, sur les dizaines d'autels qui étaient dans la grande église. Cluny la secrète a aussi ses vestiges cachés, enterrés depuis des siècles, les vestiges les plus recherchés de tous. Direction les galeries du cloître. Nous sommes à l'automne 2009. C'est la fin d'une saison de fouilles particulièrement riche en découvertes. Christian Sapin, archéologue, et son équipe viennent de mettre au jour l'une des salles les plus importantes de l'ancienne abbatiale. C'est effectivement l'arrière de chantier pendant la construction. Avec lui, nous pénétrons dans la salle du chapitre, l'une des plus vastes en Europe au XIIIe siècle. Alors ici, on est dans la grande salle capitulaire où tous les moines se réunissaient chaque jour. Ils étaient assis là. On a ici donc retrouvé, c'est assez exceptionnel, donc la banquette. Alors, il faut imaginer sur ces banquettes des planches de bois. On sait que les moines avaient réclamé des planches de bois pour être plus confort. Et puis, donc, ils pouvaient s'asseoir ici. Et là, il y avait des marchepieds, tels que vous les voyez ici, mais également, probablement, avec des marches de bois. C'est une grande salle de réunion. Chaque jour, les moines viennent s'asseoir ici pour écouter la lecture de la règle de Saint-Benoît, pour se confesser en public ou discuter de la vie de la communauté. Communauté dirigée par un abbé, élu par les moines. Il fallait réunir tout le monde. Et puis, il fallait également que la salle soit ouverte sur l'extérieur, sur le cloître, de façon à ce que ceux qui n'en pouvaient pas rentrer, qui n'avaient pas droit de rentrer, puissent aussi entendre. C'était vraiment public. C'était, on peut le dire, pour l'Europe, une amorce de démocratie et d'échange qui n'existait pas nécessairement dans les autres moments de la société. À l'origine de cette prestigieuse abbaye, une légende. Un moine de Cluny nommé Gunzo voit en rêve Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Étienne tracer le périmètre d'une grande abbatiale. Le lendemain, Gunzo réussit à convaincre son abbé d'édifier la plus splendide abbaye de la chrétienté. À cette époque, Cluny est un petit village.
et possède déjà une grande abbatiale, consacrée en 981. Les archéologues l'ont baptisé Cluny II, un haut lieu de pèlerinage en Europe. Car au sein de l'abbatiale se trouve un autel sacré. Il contient les reliques de Saint-Pierre et Saint-Paul, venus de Rome. La base de cet autel a été tout récemment retrouvée. On a découvert ces trois pierres qui constituent donc la base d'un autel avec ici les empiètements pour les colonnes qui soutenaient donc la grande table. Et puis surprise, au centre, on le voit très bien, une cavité carrée qui probablement soutenait une pierre évidée pour certainement les reliques de Saint-Pierre et Saint-Paul. On est dans le Saint des Saints. On est dans l'endroit le plus sacré, effectivement, important du sanctuaire, qui était en plus protégé, valorisé par un grand baldaquin, ciborium, dont on voit des cavités ici, c'est-à-dire quelque chose qui, évidemment, donnait encore plus de majesté à l'ensemble du sanctuaire. Grâce à ces reliques, Cluny est devenue la seconde Rome, accueillant de plus en plus de pèlerins. L'abbaye Cluny II, trop petite, est entièrement reconstruite dès la fin du XIe siècle. Ce chantier colossal donne donc naissance à la plus grande abbaye d'Occident, baptisée Cluny III, et toujours dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette abbatiale quasiment disparue ne cesse aujourd'hui de défier les historiens et les scientifiques. Dernier défi en date, retrouver les couleurs de Cluny. L'église était peinte, sans doute en abondance, notamment le décor sculpté. Les chapiteaux du chœur, par exemple. Il refait une passe depuis le haut de la tête de Dieu jusqu'en bas. Ces chapiteaux ont été retrouvés, restaurés, étudiés et enfin numérisés au scanner. Et tu descends sur le drapé, voilà. Super. Mais pas la moindre trace de couleur. Et maintenant, tu refais Adam et les feuilles d'Adam. Sur ces 8 chapiteaux, finement ouvragés, chef-d'œuvre de la sculpture romane, la polychromie a presque totalement disparu. Une piste nouvelle pourtant. Elle nous mène au musée de Cluny. Ici, des tonnes de fragments ont été triés, nettoyés, inventoriés, en quête d'indices de polychromie. En particulier, les maigres vestiges du grand portail de l'abbatiale, détruit à l'explosif. Il ne reste que 5% de ce majestueux portail coloré. Alors, les plus polychromes se trouvent ici. Ces vestiges sont étudiés minutieusement par Juliette Rollier, restauratrice d'art. Donc, sur les voussures au-dessus du tympan, ici, on a par exemple le nimbe d'un ange. Et si on fait un petit sondage, on voit que les couleurs sont vraiment très très vives. Ouais. La découverte, c'est qu'il y avait beaucoup de dorures sur ce portail. Et ça, on ne s'y attendait pas. Donc là, c'est très, très faiblement visible parce qu'il y a des petites traces, mais on a fait des analyses de laboratoire. Il y a vraiment effectivement une feuille d'or de très belle qualité qui a été posée. C'est quand même un élément très fort, quoi, qui montre toute la richesse des abbés aussi, tout le prestige de l'abbaye. C'est important. Je pense que il n'y a pas tous les portails qui ont des dorures. Ces traces de peinture et de dorure vont permettre de reconstituer tout le portail en images virtuelles. Un rêve que Juliette est en train de réaliser avec les ingénieurs de l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Un rêve en couleur. Nous restituons une émotion à la fois donc, du volume, de la
taille énorme de cette église et de la couleur qui devait jaillir justement aux yeux quand on rentrait dans cet édifice, notamment le tympan, puisque quand on rentrait dans l'avant-nef, on devait avoir ce tympan devant nos yeux avec le Christ en majesté, avec différents tons de couleurs, du bleu, du rouge, de la dorure. Donc c'est ce qui devait vraiment marquer les esprits quand on rentrait à l'intérieur de l'église. Dernière piste pour retrouver les couleurs de Cluny. À quelques kilomètres de là, en pleine campagne, nous sommes à Berzé, un ancien prieuré de Cluny. Voici la chapelle des moines, une petite chapelle romane, classée monument historique. C'est ici que Juliette poursuit son enquête, dans cette ancienne chapelle privée. Le grand abbé de Cluny, Hugues de Semur, y a fait réaliser des peintures murales au début du XIIe siècle. Un décor unique, miraculeusement sauvegardé. C'est le reflet direct de la grande peinture clunisienne à son apogée. On peut tout à fait comparer certains détails de la peinture avec Cluny, notamment ici, par exemple, dans ce détail des plis. Il y a des réaux blancs, des détails blancs que l'on retrouve sur des fragments qui ont été découverts dans l'abside de Cluny. Donc on peut faire un certain nombre de comparaisons entre ces peintures et celles qui devaient se trouver dans la grande abside de Cluny III. Juliette a retrouvé ici la même palette de couleurs qu'à Cluny. Du blanc, du vert, du jaune et surtout un fameux bleu issu du lapis lazuli. C'est un pigment qu'on faisait venir par la route de la soie depuis l'Afghanistan. Donc le bleu de lapis lazuli est une pierre semi-précieuse qu'il fallait broyer, qui demandait une certaine technologie. Et donc les abbés de Cluny avaient des grands moyens pour utiliser abondamment le bleu de lapis lazuli. On le voit très bien dans le fond du Christ. Il y a une abondance de bleu de lapis lazuli dans toute l'abside. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait flagrant ici. C'est vraiment un peintre de très haut niveau. Pour la France et pour l'Europe, c'est un trésor exceptionnel, cette chapelle. Ouais. Résultat, l'étude de ces peintures, des fragments retrouvés en fouille, ainsi que la documentation, permettent d'imaginer une restitution virtuelle dans l'abside à Cluny. Des peintures aux couleurs intenses qui donnent au cœur de l'église un éclat nouveau. L'autre trésor se trouve au pied du clocher de l'abbaye. C'est la ville de Cluny elle-même, l'ancien bourg monastique. Cluny, dotée d'un passé médiéval prestigieux, héritière surtout du plus riche patrimoine civil roman de France. En particulier ses maisons, typiques de l'époque romane, avec leurs claire-voies, très décorées. Des vestiges de décors sculptés, parfois inattendus. Vestiges émouvants même, comme ce petit sonneur de cor. Ou ce cordonnier en plein travail, accompagné d'une vieille femme qui demande l'aumône. À leur côté, un musicien distrait les badauds. C'est aussi à Cluny qu'on trouve le plus grand édifice civil roman connu à ce jour, l'ancien hôtel Saint-Hugues. Il ne reste qu'une partie des bâtiments d'origine. Cluny accueillait ici la foule des pèlerins et des visiteurs, attirés par l'abbaye. Au rez-de-chaussée, une vaste salle était réservée à l'écurie. À l'étage, sous la charpente, les voyageurs pouvaient passer la nuit dans ce dortoir. Ils pouvaient même se restaurer sur place.
Nous avons rendez-vous dans une maison historique, la plus ancienne de Cluny, derrière cette façade fraîchement restaurée. Nous sommes dans la cour devant la façade de la maison, avec l'arcade au centre, 2 sources d'éclairage, avec la niche où on met la lampe à huile, l'autre ouverture pour le jour. Jean-Denis Salvec œuvre depuis 20 ans pour remettre au jour les maisons romanes de Cluny. Celle-ci est un véritable modèle. Ici, nous sommes dans un atelier typique pour un artisan du XIe siècle, avec ces grosses poutres très basses, très puissantes, que nous avons réussi à dater précisément de 1091. Donc actuellement, nous savons que c'est la plus ancienne maison datée en France. Une maison qui a donc conservé son rez-de-chaussée d'origine. Un plafond bas, des murs sans fenêtres, aucun confort. C'est ici que Jean-Denis Salvec conserve ses trouvailles archéologiques. Cette pièce de monnaie, par exemple, à laquelle il tient particulièrement. Donc c'est un denier de Cluny. C'est la monnaie qui était battue par l'abbaye pendant tout le XIe et le XIIe siècle. Avoir donc le droit de battre monnaie, c'était extrêmement un privilège. Donc effectivement, ça montre la puissance que l'abbaye de Cluny avait à la fin du XIe siècle. Une surprise nous attend ce jour-là, dans le cœur historique de Cluny. Jean-Denis Salvec a été appelé sur un chantier. 2 artisans ont commencé à dégager une pierre le long de la porte. Une pierre qui semble avoir un secret à révéler. On se la laisse venir en avant et dès qu'elle a échappé, on la fait marcher un petit peu pour essayer de la grimper. Là. Le bloc est enfin dégagé et il révèle sa face cachée. C'est un linteau roman. Il est même sculpté. Bon, c'est beau maintenant. Oh, dis donc, c'est un beau linteau, Jean-Denis. Hein. C'est un beau linteau. Bon, je me mets avec toi. Ah oui, superbe. Là, on voit la rose de l'Écoinçon. Apparemment, il s'agit d'un linteau d'une claire-voie. Donc, il y avait au moins minimum 4 baies. Et ça, c'est un des linteaux extrêmes. Ces arcades, à l'époque romane, se trouvaient au-dessus des fenêtres, en façade. Une belle surprise. Ah, il est vraiment superbe, il est en très bon état. Là, on a l'assise de pose de l'époque romane, ici. Avec donc les motifs des coinçons, qui sont des roses à 4 pétales. Ces roses sculptées sont typiques de l'architecture romane à Cluny. Un décor soigné qui témoigne de la richesse des maisons au XIIe siècle, lorsque l'abbaye rayonnait sur toute la ville. Les sculpteurs qui travaillaient aussi, bien entendu, sur le chantier de l'abbaye, offraient leurs services aux bourgeois de Cluny, qui ont profité, en quelque sorte, de cette qualification qui était sur place par les grands chantiers abbatiaux, et en particulier la construction de la grande église abbatiale, car ce linteau a été taillé au moment où on devait édifier la nef de Cluny 3. Voici une rue de Cluny, telle qu'on peut l'imaginer au XIIe siècle. Les maisons étaient colorées. Une fierté pour les habitants qui affichaient ainsi leur prospérité. Des habitants qui se montraient souvent aux fenêtres pour participer à la vie très active de la rue. Cluny-la-Romane revient donc au jour. De maison en maison. Bonjour, monsieur. Monsieur Boirier, entrez. bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Ici, le propriétaire vient de faire quelques jolies découvertes, chez lui. Une colonnette romane, ainsi que des fragments de chapiteaux sculptés, trouvés par hasard dans la façade et les murs de sa maison. C'est très émouvant parce que ce sont des pierres qui ont un passé. Vous vous rendez compte que cette maison, elle a quand même, il y a 1000 ans que l'on vit, pratiquement 1000 ans que l'on vit dedans. Donc c'est pas une maison qui vous appartient, vous appartenez à la maison dans ces cas-là, où vous n'êtes qu'un passage. Mais c'est vraiment très, très intéressant de vivre. C'est privilégié de vivre dans ces lieux.
Pour l'époque romane, c'est une ville exceptionnelle au point de vue du décor sculpté et peint, car ces sculptures étaient également rehaussées de couleurs. Ça la rend quasiment unique et ça la situe directement après Venise pour la sculpture de l'époque romane. À l'étage, le salon correspond à l'ancien logis médiéval. Alors là, nous arrivons sur la façade qu'il faut s'imaginer au XIIe siècle avec, sur toute sa longueur, 10 fenêtres, 10 arcades qui illuminaient toute cette pièce qui était très 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 importante. Et alors on peut imaginer la vue qu'il y avait à l'époque. Une vue plongeante sur la rue principale de Cluny, l'une des plus élégantes à l'époque. Là, nous sommes tout près des portes d'honneur de l'abbaye, donc les plus belles façades se pressent très très proche de cette grande entrée où quasiment toute l'Europe passait. Quand je dis toute l'Europe, tous les puissants qui venaient en visite dans le monastère. On a reçu des rois, des empereurs, le pape, etc. Cluny-la-Romane, grandiose ou discrète, sort donc de l'ombre, un peu plus chaque jour, pour nous dévoiler ses étonnants trésors. Un patrimoine fascinant qui promet de s'enrichir encore.